Bonjour, nous sommes pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Gatteville-le-Phare. C'est l'ancienne mairie et nous allons vous faire partager donc une nouvelle exposition. Je suis en compagnie de Boris Bonnat qui va nous expliquer de quelle association il appartient. Bonjour, je suis donc Boris Bonnat, président de l'association Gatteville Héritage. Donc Gatteville Héritage est une jeune association de loi 1901. Notre objectif, nos objets, c'est effectivement la préservation, la sauvegarde du patrimoine de Gatteville et la mise en œuvre de tout ce qui est possible justement pour cette sauvegarde du patrimoine. Et bien évidemment, nous y œuvrons. Alors je parle du patrimoine et je devrais parler des patrimoines, d'où le S aussi à Gatteville Héritage. C'est-à-dire nous voulons nous occuper de tous les patrimoines, qu'ils soient architecturaux, paysagers, environnementaux, etc. Voilà. Donc nous allons vous présenter l'exposition qui est à l'intérieur de l'ancienne mairie de Gatteville. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous accueillez donc dans cette ancienne mairie qui sert donc de lieu d'exposition. Oui, tout à fait. Cette mairie a été organisée par la municipalité de Gatteville pour accueillir toutes les expositions, notamment en été, des expositions de peinture, mais nous en profitons, puisque nous ne sommes pas encore en été, la salle est libre, donc nous l'avons pour une semaine pour cette exposition. Très bien. Écoutez, pouvez-vous nous présenter le thème de l'exposition? Oui. Et puis pourquoi vous avez choisi ce thème? Absolument. Le thème de l'exposition, c'est autour de l'étang de Gattemar, tous les enjeux d'usage et de propriété, notamment par rapport au ruissage, qui était une pratique très importante du XVIIIe et du XIXe siècle à Gatteville, et qui a donné lieu à des procès pendant plus de 60 ans et à une mortalité tout à fait particulière à Gatteville dans les années 1826-1828. Et c'est l'histoire de tout ça qu'on essaie de raconter à travers l'exposition. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème qui est vraiment très pointu? En fait, notre association est vraiment très récente et quand on a commencé à regarder à la Bibliothèque nationale de France sur des sujets comme ça, la première chose sur laquelle on tombe quand on tape Gatteville, c'est l'histoire des procès, le ruissage. Et donc de fil en aiguille, on est rentré dans cette histoire qui nous a passionnés et on en a fait l'exposition. Ah bah écoutez, c'est très intéressant. Je vous laisse nous parler un peu plus en détail. Oui, on peut faire le tour des différents panneaux parce qu'il y a une logique. En fait, d'abord un premier panneau sur les fiefs, les propriétés seigneuriales et les cures à Gatteville. En fait, simplement ce panneau a pour objectif de montrer que tout était très compliqué dans la propriété à l'époque, qu'il y avait 6 ou 7 familles qui se partageaient la commune, y compris des seigneurs de Tocqueville, des villes d'à côté qui avaient des propriétés sur Gatteville. Et il y avait même 2 cures à Gatteville, c'est-à-dire un curé qui dépendait de l'abbaye de Montebourg et un prieur. Il y avait un prieuré à Gatteville à cette époque-là qui lui dépendait de l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu de Cherbourg. Donc tout ça était très morcelé, très complexe et c'est une des raisons qui a engendré les procès ultérieurs sur la propriété. Des conflits sur l'utilisation de la mare. Voilà, absolument. D'accord. D'accord, très bien. Donc en fait, pour être un peu plus précis sur les propriétaires de la mare, les seigneurs de Gatteville et Gouberville, d'abord, ce sont les Houques qui se sont installés à Gatteville. En fait, les propriétaires à cette époque-là, au début du XVIIIe siècle de la baronnie de Gatteville, c'était le prince Honoré III, prince de Monaco, de la famille Grimaldi, qui est encore la famille régnante. Et il a vendu en 1747 la baronnie de Gatteville à Guillaume Louis Houque, qui était en fait un planteur de canne à sucre de la Martinique et de Saint-Domingue, qui avait fait fortune, qui avait acheté une charge de secrétaire du roi, ce qui est l'équivalent d'un notaire royal à cette époque. Et cette charge lui donnait droit
a un titre de noblesse. Donc il est devenu noble, mais il n'avait pas de fief. Donc il a acheté à ce moment-là la baronnie de Gatteville comme pour asseoir sa noblesse. Et les Houcques de Gatteville sont restés jusqu'en 1874 propriétaires de la seigneurie de Gatteville. Le dernier est Ernest Badoulier de Saint-Seine, qui est mort en 1874 et qui a laissé un legs à la municipalité de Gatteville pour construire l'hospice qui a fonctionné ici de 1910 à 1952. Du côté de Gouberville, c'est Marie Bonaventure Jalot, comte de Beaumont, Beaumont au sens Beaumont-Hague, donc un noble du Nord-Cotentin avec de nombreuses possessions dans le Nord-Cotentin, qui est célèbre aussi par l'hôtel de Beaumont à Valognes. Et donc, c'était un militaire et qui partageait avec les Houcques de Gatteville la propriété de l'étang de Gatmar. C'est-à-dire que l'étang de Gatmar, qui est ici, est alimenté par un ruisseau qui s'appelle la Couplière. À l'époque, ça s'appelait le Méreau. Et donc, Gouberville est de ce côté-là, Gatteville est par ici. Et cet étang a une particularité, c'est qu'il n'a pas d'exutoire naturel, ou très très peu. Et donc, il a tendance à se remplir progressivement, ce qui fait que l'étang lui-même déborde bien au-delà sur toutes les prairies autour et les rend inutilisables pour les cultures ou même pour le pâturage. Ce qui explique que depuis Gilles de Gouberville, bien connu, on pratique la rompure de l'étang de Gatmar, c'est-à-dire le fait de créer une brèche. À l'époque, ils faisaient ça à la pelle et à la pioche, avec des dizaines et des dizaines de volontaires, pour abaisser le niveau de l'étang et donc rendre toutes les prairies alentour utilisables pour la pâture ou pour la culture. Donc, un usage très important à cette époque, fin du XVIIIe, début du XIXe, dans l'étang de Gatmar, c'est le rouissage, c'est-à-dire le fait de tremper des lins et des chanvres pour séparer les fibres textiles de la gomme qui les emprisonne, le bois en quelque sorte. Et cet usage était donc pratiqué par tous les habitants de Gatteville, bien évidemment, et en particulier par le prieur, le couturier de Saint-James, ou plutôt de Sainte-Jeanne, parce qu'il était originaire de Lorne, donc son nom ne doit pas être anglicisé dans la prononciation. C'est un personnage tout à fait important, puisqu'il était capitaine de dragon avant d'entrer en religion. Et il est devenu prieur de Gatteville après un passage à l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu. Un prieur à cette époque-là, c'était bien évidemment un religieux, mais c'était aussi un propriétaire terrien tout à fait considérable. Donc il avait un domaine à exploiter et donc des lins et des chanvres, comme tout le monde, qu'il cultivait et à faire rouiller. Seulement, il avait gardé de sa jeunesse, je dirais, l'habitude de la chasse. Et il était en froid avec le baron Houcques de Gatteville, parce qu'il avait la malencontreuse habitude de chasser sur ses terres. Donc, un beau jour de 1780, le baron Houcques lui a purement et simplement interdit de rouir ses lins dans l'étang de Gatmar, ce que le prieur, bien évidemment, a mal pris. Donc il a recherché dans toutes les archives qui étaient dans la municipalité de l'époque, et il a essayé de prouver que l'usage du rouissage n'était pas un droit concédé par le seigneur, mais que c'était un droit pour tous les habitants de la paroisse. Et c'est le début simplement de 60 ans de procès en 1780, procès auquel les habitants de Gatteville vont s'associer, puisqu'ils ont le même besoin de rouir que le prieur. Et donc ces procès vont se dérouler entre les seigneurs de Gatteville et de Gouberville d'un côté, et les habitants de Gatteville, Gouberville et Tocqueville aussi, parce qu'il y avait des habitants qui avaient des besoins, je dirais, dans la
Tanguy-Atmar pour Rouille. Donc, on arrive au premier thème fort de cette exposition qui est les 60 ans de procès. Entre 1780 et 1842, on va avoir des procès pratiquement sans arrêt, dans un contexte où, je vous le rappelle, passe la Révolution, l'Empire, la première restauration, la seconde restauration, et ça veut dire qu'à chaque fois, l'appareil judiciaire est modifié. Et donc, on a des jugements dans un sens, des jugements dans l'autre sens. On a aussi des périodes de 10 ou 12 ans où il ne se passe absolument rien, puisque on ne trouve plus le tribunal compétent, il a disparu, ou ça a été réorganisé. Et donc, on va avoir ces échanges judiciaires jusqu'en 1842, où on a une décision finale qui est de restituer la propriété de Tanguy-Atmar au seigneur de Gatteville et au comte de Beaumont. Et pourquoi ça s'arrête? Simplement parce que un an plus tard, le comte de Beaumont meurt, donc ça s'arrête un peu faute de combattants, et c'est la fin des procès, donc 1842, mais donc de 1780 à 1842, c'est quand même quelque chose de très impressionnant dans la continuité judiciaire, si je puis dire, du sujet. Très bien. Et donc, si j'ai bien compris, maintenant ça appartient à Gatteville, c'est ça? Maintenant, à notre époque, oui. Ça a beaucoup changé, c'est le Conservatoire du Littoral qui possède les Tanguy-Atmar. Alors, ça a beaucoup changé aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que quand on voit ça avec notre regard du XXIe siècle, c'est quand même étonnant qu'on mette des végétaux en grande quantité à rouille, c'est-à-dire à pourrir, quelque part, dans les Tanguy-Atmar. Ce n'est pas tout à fait l'usage qu'on attend d'un écrin écologique. Mais c'est le fait, puis jusqu'en 1910, on faisait la lessive aussi dans les Tanguy-Atmar, il faut le savoir. Bon, mais tout ça a beaucoup changé. Et c'est on va le voir aussi, il y a peu de choses qui restent de cette époque, parce qu'il faut bien imaginer que toutes les fermes de cette époque avaient du lin et du chanvre en petite quantité, quelque part, puisque du lin et du chanvre, on tirait les vêtements de la ferme, on tirait de l'huile, on faisait des cordages. Enfin, c'était vraiment des cultures qui servaient à tout dans la vie de la ferme. On n'utilisait pas le coton, c'est vrai. Voilà. D'accord. Alors, bon, ça c'est plutôt pour un marqueur d'ambiance, je dirais, de 1789, puisqu'on a retrouvé les cahiers de doléances qui ont été rédigés comme dans toutes les paroisses. Les habitants se plaignent avant tout du fait qu'eux-mêmes ne possèdent presque rien, c'est-à-dire que tout le territoire de la paroisse est la propriété soit de seigneurs, soit de religieux qui, le plus souvent, n'habitent même pas là. Donc c'est vraiment, eux n'ont rien, ils habitent là, mais c'est à peu près tout qu'ils ont. Bien évidemment, ils se plaignent aussi de l'impôt. Alors il faut se souvenir qu'en plus, l'impôt, à cette époque, avait deux origines différentes. Il y avait l'impôt venant du roi, les taxes sur le sel, le tabac, etc. Mais il y avait aussi la dîme qui pesait lourdement sur les propriétaires qui versaient 10% de leur culture. À l'époque, dans la grange de Dîmes, nous avons encore une rue aujourd'hui à Gatteville qui s'appelle la rue Grange de Dîmes, la grange qui servait à stocker le produit de la dîme par les religieux. Et donc, le contenu des cahiers de doléances, c'est un seul impôt, fusionner tout ça de manière à le simplifier, que le clergé et la noblesse contribuent d'une manière à peu près égale à l'impôt et pas uniquement le tiers-état. Une première revendication de ce qu'on pourrait appeler la décentralisation, c'est-à-dire que ce soit une autorité municipale qui veille à la répartition de l'impôt. Et pour l'anecdote, on traite ceux qui perçoivent les taxes sur le sel et le tabac de fainéants et inutiles,
très à la charge à l'État et au peuple. Donc, vous voyez, c'est très dur. En fait, on peut résumer l'ambiance de l'époque par cette caricature que tout le monde connaît, hein, c'est-à-dire le tiers-état qui porte sur son dos la noblesse et le clergé. Voilà. D'accord. Et je veux dire, ça avait lieu pendant toute l'année, le fait qu'on fasse pourrir les fibres de chanvre? Non, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Hein. D'accord. En fait, si on regarde justement le lin et le chanvre, ce sont deux cultures qui sont tout à fait anciennes. Hein. Il y a des momies qui sont entourées dans des bandelettes de lin. La tapisserie de Bayeux est en lin, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment très utilisé parce qu'il y a tout un tas d'applications, non seulement des fibres textiles, mais aussi des graines. On fait de l'huile, hein, de lin, de chanvre également. Mais il y a toujours eu une particularité technique, si je puis dire, qui est que les fibres textiles du lin et du chanvre sont enfermées dans une sorte de gangue, une gomme, du bois, si on préfère, qui les maintient ensemble. Et donc, pour l'utilisation textile, on est obligé de séparer ces fibres textiles de cette gomme. C'est le rôle du rouissage, c'est-à-dire le trempage, l'eau, la présence d'eau permet à des micro-organismes de se développer et de décomposer cette gomme et de libérer les fibres par conséquent. Il y a deux manières de le faire. On peut le faire dans l'eau par trempage ou on peut le faire au champ, à l'air libre, c'est-à-dire qu'on couche simplement les plantes une fois qu'elles ont été arrachées et on profite de la pluie, de la rosée, etc. et le processus se déroule. Dans l'eau, c'est beaucoup plus court, 3 à 7 jours. À l'air, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus aléatoire parce que ça dépend de la météorologie, bien évidemment. Mais les deux sont pratiqués. À l'époque, c'était pratiquement uniquement le rouissage par trempage qui était pratiqué. Et donc, les étapes suivantes après le rouissage, c'est l'égrenage, c'est-à-dire on sépare les graines des fibres. Le taillage, c'est une sorte de peignage grossier avec écrasement qui sépare les fibres du bois qu'on a enlevé. Et il y a différentes phases de peignage qui aboutissent à peu près à ceci. Ça, c'est en fait du chanvre, la fibre de chanvre qui est brute. Et après, on agit comme pour n'importe quelle fibre textile, c'est-à-dire qu'il faut filer avec un rouet. Comme la laine. C'est vrai pour le coton, la laine, etc. C'est la même chose. D'accord. Voilà. Et on n'a pas trouvé d'éclair industriel, on n'a pas trouvé une machine, quelque chose qui pouvait détacher les fibres de cette gomme? On n'a jamais rien trouvé. Il y a eu énormément au début du 19e siècle. On se rendait bien compte qu'il y avait des inconvénients au rouissage. On va y revenir, notamment de pollution, etc. Il y a eu des concours d'inventeurs qui ont été mis en place à multiples reprises. Il y a eu plusieurs machines qui ont été développées, mais aucune n'a donné satisfaction de la même façon que le rouissage. On n'a jamais obtenu un produit aussi bon avec une machine qu'avec le rouissage. D'accord. Donc en fait, c'est ce que Spano explique. Depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité, on se rend compte que le rouissage s'accompagne de pollution, c'est-à-dire qu'on a des poissons qui meurent en aval de bassins de rouissage, on a des bovins qui boivent de l'eau, qui sont malades, etc. Donc en fait, il y a toujours eu une balance entre l'intérêt économique majeur du procédé et puis ses inconvénients. Au début du 19e siècle, la question se renforce énormément parce qu'en plus, c'est l'essor de la marine à voile, la marine marchande, et donc on a besoin de voiles, on a besoin de cordage, etc. Tout ça, c'est du lin et du chanvre, ce sont des applications tout à fait courantes. Donc en fait,
en 1828, il y a une loi sur les eaux et forêts qui discutait à la Chambre des Pairs. Et il y a un article, l'article 30, qui vise à interdire le ruissage. Donc cet article est discuté par les pairs, mais beaucoup d'entre eux plaident pour l'abandon de cet article, c'est-à-dire ne pas empêcher l'activité à cause de son importance économique de l'époque. Donc finalement, cet article, après discussion, est totalement abandonné. Ça veut dire que clairement la balance pèse plutôt du côté balance économique a pris le dessus voilà. sur le côté sanitaire. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est 1828. Et à la même époque, en 1826, précisément, il y a un événement tout à fait majeur et dramatique à Guebwiller, c'est-à-dire que on voit sur cette courbe la mortalité à Guebwiller entre 1800 et 1840, et on avait en moyenne à peu près une trentaine de morts par an à cette période. En 1826, ce n'est pas 30 morts qu'on constate, c'est 55. Donc pratiquement 2 fois plus de morts que d'habitude. Quand on regarde les mêmes courbes dans les villages alentours, là c'est à Valcanville, là c'est à Gouberville, on ne constate absolument rien de tel. Ce qui veut dire que ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas quelque chose de régional, c'est forcément quelque chose qui est propre à Guebwiller. C'est localisé. Très... Voilà, tout à fait localisé. Quand on analyse en détail la mortalité, c'est dans les trimestres jaunes, c'est-à-dire le 3e trimestre, que la mortalité est la plus importante. Et 3e trimestre, c'est 1er juillet, 30 septembre, ce sont les trimestres où a lieu le ruissage. De toute évidence, ça répond aussi à votre question tout à l'heure. C'est plutôt, en général, jusqu'au début juillet, on arrache les lins des champs et c'est on laisse courir la fibre. Plutôt en août. Voilà. En général, il y a une petite phase de séchage sur le champ et après, on met à rouiller dans cette période. Donc, question majeure qui se pose au maire de Guebwiller de cette époque, qui est André-François Lefebvre. Devant ce constat, il réunit plusieurs médecins des environs en leur posant la question, est-ce que vous avez une idée de l'origine de cette mortalité importante? Les médecins concluent de manière normande, si je puis dire, c'est-à-dire que l'augmentation du ruissage n'est pas la cause des maladies, mais elle exerce une influence sur ces maladies. Donc vous imaginez bien que pour un maire qui, lui, doit prendre des décisions, doit faire quelque chose d'opérationnel, ce n'est nullement satisfaisant. Et donc il adopte ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le principe de précaution, c'est-à-dire que le 10 juillet 1827, il prend un arrêté interdisant l'importation des lins et des chanvres pour le ruissage à l'étang de Gâtemarre. Pourquoi interdire l'importation? Parce que les communes avoisinantes avaient interdit quelques années auparavant, notamment Valcanville, le ruissage, et une quantité très très importante de lin de chanvre venait à Gâtemarre et à Crabet aussi, on avait des hauttoirs. Donc, en fait, il n'interdit pas le ruissage à proprement parler, mais il interdit l'importation de lin et de chanvre excédentaires qui ne sont pas des communes avoisinantes. Voilà, sur la commune de Guebwiller. D'accord. Bon. Mais cet arrêté ne fait pas que des heureux, c'est-à-dire qu'une polémique se développe à ce moment-là, et notamment avec Clément François Cabard, qui est un médecin de Saint-Pierre-Église, qui a participé à la commission d'ailleurs, qui dit « mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le ruissage qui est à l'origine de cette mortalité, je n'y crois pas ». Donc, il va jusqu'à publier un écrit imprimé sur le sujet, ça a un grand retentissement,
Mais en même temps, il y a des intérêts économiques en jeu, c'est-à-dire que la baronne Houck de Gatteville, elle, percevait des taxes sur le ruissage qui était un revenu important pour elle. Donc elle va jusqu'à consulter des médecins parisiens sur le sujet, et ces médecins, de la même façon, disent non, ce n'est pas le ruissage, ce n'est pas possible. Alors bien évidemment, André-François Lefebvre, le maire de Gatteville, laisse sous-entendre dans ses écrits qui ne sont pas tout à fait objectifs dans leur jugement, parce que d'une part, on l'a vu tout à l'heure, les notables ont plutôt tendance à privilégier l'économique, les problèmes de pollution, et de plus, Clément-François Cabard est de la famille Cabard de Longpré, ça veut dire qu'il est noble, donc on peut imaginer une solidarité avec la baronne Houck de Gatteville. Bon, voilà. Toujours est-il, et l'histoire s'arrête là, qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que dans les actes de décès, on n'a absolument aucune idée, on n'a jamais dans un acte de décès la raison du décès, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est effectivement le ruissage, est-ce que ce n'est pas le ruissage? Parce qu'ils avaient tous les mêmes symptômes, ceux qui décédaient, il n'y avait pas de point commun, il n'y a rien, on n'a pas de... On ne sait pas, on ne peut même pas localiser géographiquement les décès. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on regarde les données, il n'y a pas plus de mortalité féminine que masculine, il n'y a pas plus de mortalité de vieux que de jeunes, etc. Il n'y a rien de particulier à part la quantité de morts, quoi, finalement. D'accord. Donc en fait, pour la fin de l'exposition, ça c'est pour ceux qui ne me croiraient pas, parce qu'on a du mal à me croire quand je raconte tout ça, puisqu'on ne voit pas du tout de lin, on ne voit pas du tout de chambre à Gatteville aujourd'hui, ça a totalement disparu. Mais quand on regarde la toponymie de Gatteville, on a quand même des traces de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles qui s'appellent la canivière. La canivière en normand, c'est la chenevière en français, c'est-à-dire l'endroit où on cultive du chanvre. La linière, c'est l'endroit où on cultive du lin, très simplement. Il y a au bord de la mer, sur la côte, ici, entre la ferme de la Saline et Crabet, plusieurs parcelles qui s'appellent Petit et Grand Routoir. Donc, routoir, c'est le nom des bassins de ruissage, qu'on appelait routoir par endroit ou rouissoir dans d'autres endroits. Et puis, on trouve également des traces de la propriété du clergé, puisqu'on a un clos du curé du Couchant et un clos du curé du Nord. On a aussi une pièce du prieur. Donc là, on peut me croire, ça existe vraiment, hein, ça a existé, je dirais, même si on ne voit plus l'évidence aujourd'hui autour de nous, quoi. Très bien. Et donc, vous posez la question, je sais qu'il y a un petit vote à la fin. Voilà. Alors, pourquoi Voilà, enfin, simplement, avant de passer au vote, un regard donc du XXIe siècle sur le sujet, un peu ce que je vous disais, le lin et le chanvre ont complètement quitté la Manche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on trouve encore beaucoup de lin en Normandie. Il faut savoir que les 3/4 de la production mondiale de lin vient de Normandie. Malheureusement, on produit les plantes, mais elles vont pour être transformées en Asie la plupart du temps et reviennent à l'état de produits finis. Mais dans la Manche, on ne voit plus rien. Le ruissage aujourd'hui, notamment à cause de ces inconvénients de pollution, ne se fait plus du tout par trempage, plus du tout en Europe. Il se fait toujours au champ, c'est-à-dire qu'on couche les lins qu'on a arrachés, on ne coupe pas les lins pour ne pas diminuer la longueur des fibres, on les arrache et on les couche sur le champ. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus long, mais en tout cas, on y arrive. Du point de vue de l'environnement, on en a parlé. On peut s'étonner qu'on ait utilisé Yatmar pour faire tremper, pour faire pourrir des végétaux, mais bon, ça existait. Et puis surtout, ce qui me semble important sur l'origine de la mortalité, c'est qu'il faut bien voir que tout ça se passait avant
la prise de conscience du rôle des micro-organismes sur la santé. Et donc, on parlait, les médecins de cette époque parlaient d'exhalaison méphitique, c'est-à-dire que dans les hypothèses, c'était les odeurs qui étaient porteuses de maladies. Odeur pestilentielle. Voilà. Donc en fait, je pense que s'il y avait eu cette connaissance des micro-organismes aussi, les recherches et les raisonnements auraient été faits de manière différente, quoi. Voilà. Et donc effectivement, pour en revenir à votre question, puisque nous restons sur un point d'interrogation total et gigantesque, on ne connaît pas la cause de la mortalité, nous avons proposé à tous nos visiteurs de voter, de donner leur avis. Est-ce que oui, c'est bien le rouissage qui est à l'origine de la mortalité exceptionnelle, donc les partisans d'André-François Lefebvre, le maire de Gatteville, ou est-ce que non, ce n'est pas le rouissage qui est à l'origine, donc plutôt les partisans des médecins et de Clément-François Cavard. Très bien. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Maintenant, je vous propose de vous faire votre propre avis après avoir vu cette vidéo. Vous votez oui ou non, voilà, selon ce qui vous paraît le plus sensé, au vu de tous les éléments qu'on a vus là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, sur quel thème elle aura lieu, mais on ne vous oublie pas. À bientôt, au revoir. Alors, comme prochaine manifestation, nous avons donc du 4 au 18 une exposition sur Gatteville à la Libération. Ça s'intitule La Libération de Gatteville. 10 jours effectivement d'exposition dans la même salle, une exposition très complète avec effectivement des panneaux et également des objets, des documents d'époque. Voilà. Bien. Ça c'est la première. Puis le 21 juin, nous aurons donc un dîner suivi d'un bal populaire, donc qui aura lieu dans la salle des fêtes de Gatteville. On a intitulé le dîner de la Libération. Le 23 juin, nous aurons donc un concert qui aura lieu donc à l'église, qui sera fait par la chorale Chant de Serre. Et puis nous avons un certain nombre de conférences qui arrivent effectivement, qui seront faites par nos adhérents, donc dans le courant de l'été. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le Val de Serre, à Gatteville. Donc je vous encourage à regarder ce que toutes les associations font. Et écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre accueil à tous les deux. C'est moi qui vous remercie. Et à une prochaine vidéo. Merci.